Bien, si tout le monde est revenu de la pause, je vous propose de prendre, finir l'après-midi, je dirais, oui, en beauté, évidemment. Et donc, je te laisse tout de suite la parole parce que je suppose que tu n'es pas un illustre inconnu. Pour ceux qui éventuellement ne t'auraient pas connu, ils te connaissent par ce que tu penses et par ce que tu essaies de défendre, ce qui est l'essentiel. Merci Jean-Claude. Et merci aussi beaucoup, évidemment, à Philippe Cabestan de m'avoir fait l'honneur d'avoir comme ça un petit peu orienté ce séminaire vers ces questions-là. Ce qui, encore une fois, répond en fait à quelque chose qui a été dans ma démarche pour aller vers ces questions. Au fond, mon intérêt pour ces questions ne vient pas tellement de la sociologie, par exemple, même si c'est vrai que l'idéal d'authenticité est devenu sociologiquement très important dans nos sociétés. Mais il vient plutôt, effectivement, d'une réflexion sur les incapacités à être soi, les limites dans la possibilité d'être soi, l'échec à être soi. Donc, ce versant psychopathologique pour lequel je n'ai pas évidemment de compétences particulières, mais qui m'a toujours intéressé et qui m'a toujours inspiré. Alors, comme la journée était déjà longue, on a entendu beaucoup de choses tout à fait passionnantes, à mon avis. Je vais essayer d'être relativement court pour pas vous épuiser quand même sous ces questions. En fait, je vais essayer, si vous voulez, de tirer quelques réflexions de l'ouvrage que je suis en train de rédiger, mais que j'ai pas fini, sur justement, après avoir fait toutes ces enquêtes sur différents problèmes, l'identité, l'histoire de l'authenticité, etc., je voudrais proposer, au fond, un livre plus positif sur l'authenticité, comment on peut la penser, et donc aussi comment on peut penser l'inauthenticité. Une des thèses que je défends, d'ailleurs, qui rejoint en partie des choses qui ont été dites, c'est que une des erreurs des conception historique de l'authenticité, c'est d'avoir supposé qu'il fallait identifier une forme d'inauthenticité. Je crois que c'est impossible. En réalité, de même que la vérité est une et l'erreur multiple, de même l'authenticité, peut-être on peut arriver à cerner ça de manière univoque, mais il y a des formes d'inauthenticité et c'est difficile d'en ériger une en modèle en quelque sorte. Mais je laisse tout ça de côté. Je reviens peut-être un instant à ce qu'on peut entendre par authenticité. Mais là, j'irai aussi très vite parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je dirais que on peut essayer de cerner cette notion en repartant de la notion de vertu. Mais alors, aussitôt qu'on parle de vertu, peut-être vous serez immédiatement gêné en vous disant on bascule dans autre chose qui serait une approche éthique. Pas forcément, parce qu'en réalité, j'entends ici vertu plutôt dans le sens du mot grec arrêté, c'est-à-dire excellence. Excellence humaine, forme d'accomplissement humain, qui n'a pas de sens spécifiquement arrêté en grec, ça n'a pas un sens moral. Arrêté, c'est toutes sortes de... savoir bien monter à cheval est une arrêté, savoir chasser parfaitement est une arrêté. Et vous savez sans doute qu'au XXe siècle, il y a eu tout un ensemble d'auteurs, notamment à partir d'Elisabeth Anscombe, de Philippa Foot, de Martha Nussbaum et d'autres, qui ont cherché à réhabiliter une éthique des vertus, justement en disant que la réflexion éthique ne pouvait pas du tout se passer de cette notion si on l'entendait en un sens plus vaste. Entre parenthèses, il ne faut pas oublier d'ailleurs que le grec n'a pas de mot pour dire l'éthique ou la morale. Il n'y a aucun mot qui pourrait être traduit comme ça. Il y a bien éthique, mais le problème c'est que éthique, ça veut dire du caractère. Donc, si on emploie cet adjectif avec un substantif, enfin on renvoie au caractère, à l'éthos, mais pas à l'éthique. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que on peut réinscrire, je crois, l'authenticité parmi des vertus en un sens plus vaste que le sens éthique du mot, des vertus en général, et notamment ce que Bernard Williams a appelé des vertus de vérité. Alors lui, il en énumère plusieurs, l'impartialité, la sincérité, ce qu'il appelle aussi l'exactitude, et ce qu'il appelle la truthfulness, véracité. Il ne donne pas de définition de l'authenticité. C'est assez étrange parce qu'il définit toutes les autres,
mais il n'approche la notion d'authenticité que dans un chapitre plus historique dans son livre qui s'appelle Truth and Truthfulness, vérité et véracité. Alors je dirais que parmi ces vertus de vérité que nous connaissons plus ou moins, l'exactitude pour lui c'est le fait de chercher en toutes circonstances à s'approcher le plus possible de la vérité, hein, dans ce qu'on dit, mais aussi dans ses croyances. L'authenticité a deux grandes différences, avec d'un côté la sincérité, de l'autre l'intégrité, qui pourrait être aussi une de ces vertus de vérité. Et par rapport à la sincérité suppose que l'on dise ce que l'on pense, mais ne suppose pas que l'on pense vrai ou que l'on pense juste. C'est-à-dire on peut très bien être sincère et se tromper complètement. Pour l'authenticité, ça paraît plus difficile. Il est difficile d'imaginer un cas de figure où quelqu'un serait dans une complète illusion sur soi et néanmoins serait authentique. Donc on pourrait dire que l'authenticité suppose une forme de sincérité jusqu'à un certain point. Après, il faudrait voir comment définir la sincérité, mais suppose aussi une forme d'exactitude à l'égard de soi, c'est-à-dire une tentative pour comprendre qui on est vraiment. Et au fond, on peut très bien aussi échapper à ou se soustraire à cette recherche. Et par rapport à l'intégrité, alors l'intégrité, c'est une notion importante. On pourrait dire que c'est une fidélité à ses propres principes ou à ses propres idéaux. Donc c'est une notion d'abord éthique, mais on pourrait dire, je crois, que l'authenticité est une intégrité plus vaste que l'intégrité strictement éthique, c'est-à-dire c'est à la fois une intégrité, c'est-à-dire une fidélité à ses principes et à ses idéaux, mais aussi une fidélité à des choses qui n'ont pas de connotation éthique particulière, ses véritables désirs, ses véritables aspirations, ses goûts, ses préférences, ses sympathies et ses antipathies, et ainsi de suite. Et une façon de réaliser ceci dans sa vie. Alors, voilà simplement pour un cadre très, très général. Alors, la question que je voudrais aborder est une question plus particulière par rapport à cet immense thème de l'authenticité, ce qui m'évitera, j'espère, de trop répéter des choses qui ont été dites aujourd'hui. C'est la question de savoir s'il faut concevoir l'authenticité comme une opération d'abord réflexive. C'est-à-dire, est-ce que l'authenticité suppose que l'on réfléchisse sur soi, voire que l'on s'auto-définisse ou que l'on s'auto-détermine. Est-ce que cela suppose que l'on soit préoccupé de nous-mêmes, hein, que l'on s'engage dans une recherche explicite de qui on est, etc. Donc ma question c'est ça. Est-ce qu'il faut concevoir l'authenticité comme une opération réflexive ? Et si cette question se pose, c'est parce qu'en fait, beaucoup de conceptions historiquement que nous avons reçues de l'authenticité, en particulier existentialistes, ont tendance à concevoir l'authenticité comme mettant en jeu essentiellement une opération réflexive. Par exemple, Sartre, ce que Sartre nous dit, peu importe le vocabulaire, là je ne veux pas trop entrer dans l'histoire de la philosophie trop subtile, mais en faisant reposer l'authenticité sur le choix supposant malgré tout une forme de délibération, même si Sartre le pense un peu différemment, en principe, on fait aussi reposer l'authenticité sur une réflexion pratique. Et donc, sur quelque chose qui suppose que l'on revienne sur nous-mêmes, que l'on s'examine et que l'on décide finalement de ce qu'on a à être, hein, cette décision résolue dont parle aussi Heidegger. Ces conceptions ont eu tendance, donc dès lors qu'on parle de résolution, qu'on parle de choix du choix, a fortiori, on est d'une certaine manière dans une conception qui pense que pour pouvoir être soi-même, il faut se décider à l'être et il faut aussi vouloir l'être, hein, de manière explicite. Il faut peut-être même que l'authenticité devienne un projet, hein, pour celui qui veut être authentique. Alors, cette question, on pourrait trouver des tas de substrats textuels dans la tradition que vous connaissez le mieux sans doute, qui est la tradition phénoménologique et existentialiste, en un sens vaste.
Mais on trouve aussi ce genre de conception dans la philosophie analytique, ce qui montre qu'elle ne tient pas, à mon avis, à des présupposés philosophiques particuliers, elle tient plutôt à des présupposés culturels, je dirais. Alors, par exemple, beaucoup d'auteurs, dans le domaine de la philosophie analytique, des auteurs comme Dworkin ou comme Harry Frankfurt, ont rapproché l'authenticité d'une autonomie. C'est aussi ce que fait d'une certaine manière Sartre, en disant que pour être soi-même, il faut être autonome, c'est-à-dire il faut agir pour des raisons qui soient vraiment les nôtres, ou il faut agir sur le fondement de désirs, de volontés qui soient vraiment les nôtres. Et pour savoir si un désir, une volonté est véritablement les nôtres, sont véritablement les nôtres, il faut les soumettre d'une certaine manière à un examen réflexif. Il faut que l'agent réfléchisse sur ses désirs ou sur ses volontés et les endosse au terme de cette réflexion. Donc ça mettrait en jeu toujours, au fond, une forme d'examen réflexif et d'endossement explicite de ses propres désirs et volontés. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a toujours le risque que l'on agisse pour des désirs ou pour des volontés qui ne sont pas véritablement les nôtres. Alors, un exemple récurrent dans cette littérature, c'est l'exemple de la personne qui est sous l'effet de la drogue et qui a le désir de consommer de la drogue et en même temps a le désir de ne pas consommer de la drogue, c'est-à-dire en fait de ne pas avoir ce désir de consommer de la drogue. S'il soumet son désir de consommer de la drogue à une évaluation réflexive, alors il peut ou bien s'identifier à ce désir et dire qu'il est pleinement le sien, mais en général c'est pas ce qui se passe. Il cherche au contraire à s'en distancier, il se dit que c'est un désir aliéné précisément, ou bien il peut se distancier de ce désir et ne pas vouloir avoir ce désir, et à ce moment-là s'en désolidariser en quelque sorte. Donc vous voyez, ces conceptions rapprochent authenticité et autonomie parce qu'en réalité, elles conçoivent l'authenticité comme une opération essentiellement réflexive. Alors il faudra introduire des nuances. Beaucoup de ces auteurs nous disent que en réalité, il ne s'agit pas d'une réflexion effective. Ce n'est pas qu'il faudrait toujours avoir réfléchi sur tous nos désirs et volontés, ce serait absurde, mais plutôt sur une réflexion possible. C'est seulement si nous pouvions soumettre nos désirs à une évaluation réflexive qu'ils seraient pleinement les nôtres, et que nous pourrions pleinement nous identifier à eux, et en nous identifiant à eux, ne faire qu'un avec nous-mêmes, en quelque sorte. Avoir des désirs que nous voudrions vraiment avoir. On trouve donc ici quelque chose qui est finalement assez proche, me semble-t-il, de ce qu'ont suggéré les auteurs existentialistes, et d'ailleurs il y a sûrement des influences, même si elles ne sont pas explicites, avec cette idée qu'au fond il faudrait pleinement assumer sa propre existence, s'en rendre pleinement responsable, comme dit Heidegger, mais ça suppose d'avoir un rapport réflexif à cette existence, c'est-à-dire d'exister conformément à des choix ou à des projets que l'on a effectivement accomplis, et dans lesquels on se reconnaît pleinement, ou que l'on assume, ou que l'on endosse totalement. Je prends juste un exemple d'auteur contemporain. Il s'agit d'une philosophe analytique qui s'appelle Marina Oshana et qui définit ainsi l'authenticité. Ça donnera une idée de ce qui est l'objet de la critique que je voudrais formuler. Donc elle dit que les états cognitifs, affectifs, évaluatifs et dispositionnels, ainsi que les engagements personnels d'une personne, ses rôles sociaux et ses idéaux, sont authentiques si cette personne s'identifierait résolument à ceux-ci ou les embrassait sans réserve si elle en venait à réfléchir de manière critique à leur contenu et à leur origine. Donc vous voyez, au fond, pour être pleinement authentique et donc pour être pleinement en accord avec soi dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, etc., il faudrait sinon avoir réfléchi à tous nos désirs, nos volontés, nos aspirations, ce qui est impossible, du moins pouvoir le faire, et au terme de cette réflexion au moins possible, pouvoir les endosser sans réserve, c'est-à-dire s'identifier à eux. Ce sont évidemment des images, mais bon, ces auteurs essaient de donner un contenu plus précis à ces images, mais je ne vais pas m'y engager parce que ça me mènerait trop loin. Et une conception comme celle de Charles Larmor, qui a été évoquée ce matin par Nicolas Wölzel,
d'une certaine manière, rejoint cette tradition, puisque Charles Larmor définit aussi l'authenticité en termes de réflexion pratique, qu'il oppose à la réflexion cognitive. Même s'il dit aussi qu'il y a une autre forme d'authenticité qui est le naturel, mais à mon avis, il n'arrive pas vraiment à rendre compte de ce qui ferait de ces deux formes d'authenticité des formes d'authenticité véritablement, parce que son modèle, il l'emprunte surtout à la réflexion pratique. Alors évidemment, ce genre d'approche soulève une question immédiate, philosophique, qui est celle de savoir, au fond, si l'authenticité n'est pas, dans ces conditions, un idéal éthique ou para-éthique, ou je veux dire par para-éthique qui déborde la sphère de l'éthique, qui serait exagérément nombriliste, narcissique, qui supposerait une forme d'obsession de soi. Alors est-ce que, en faisant ça, je suis conforme à moi-même, en parlant dans ce micro, est-ce que je suis moi-même? Bon, il y a un moment où ça devient de la folie, hein, évidemment. Si c'est ça, certains auteurs qui ont critiqué la culture du narcissisme et qui ont fait de l'authenticité un élément de cette culture du narcissisme auraient finalement raison. Et certains philosophes, par exemple un philosophe contemporain qui s'appelle Simon Feldman et qui a écrit un livre qui s'appelle Against Authenticity, c'est son argument principal, hein, il dit ceci, il dit au fond c'est un idéal qui n'a pas un grand intérêt, ni une grande portée éthique. Pourquoi? À cause de sa self-centeredness, hein, de son narcissisme, on pourrait dire, ou de son nombrilisme, peut-être c'est encore une meilleure traduction. Hein, il dit, je pense que l'authenticité, si elle existe, porte sur la relation du soi à lui-même, voilà le soi, the self-relation to the self, et j'argumente en faveur de la thèse que des vies bonnes, moralement accomplies, ne sont pas centrées sur l'authenticité en tant que lieu de nos idéaux éthiques. Donc je pense que cette question est une question juste, et que si l'authenticité doit effectivement être conçue dans cette forme essentiellement réflexive, elle s'expose véritablement à ce genre d'objection. Mais il y a tout un ensemble d'auteurs, et notamment des auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont de Montaigne aux moralistes classiques, qui ont mis en avant, pour penser cette sorte d'accord de justesse d'être le modèle du naturel, et pour lesquels, précisément, même si évidemment ils ne réfléchissent pas exactement avec les mêmes concepts, outils que les philosophes analytiques, pour lesquels, au fond, la notion de réflexion n'est pas aussi centrale pour essayer de comprendre ce qu'est l'authenticité. Alors, ma question, si vous voulez, sur le caractère essentiellement réflexif ou non de l'authenticité pourrait se dédoubler en deux aspects. D'une part, est-ce qu'il faut vouloir être authentique pour l'être? Et d'autre part, est-ce qu'il faut se donner l'authenticité comme un but conscient, réfléchi, hein, pour pouvoir l'atteindre? La première remarque que je voudrais faire, c'est que si on reprend la sincérité, qui n'est pas la même chose que l'authenticité, mais il faut remarquer qu'il y a une forme de la sincérité qui n'est justement pas une forme volontaire. Je veux dire par là que, bien sûr, quand on est sincère, il faut dire la vérité parce que c'est la vérité. Donc il y a là un élément intentionnel, effectivement. On ne dit pas la vérité par hasard, on dit parce qu'on pense quelle est la vérité. Donc ça, c'est un élément intentionnel. Mais par ailleurs, ça n'empêche absolument pas de parler d'une sincérité qui se confondrait, par exemple, avec la candeur. Les enfants disent souvent la vérité, tout simplement parce qu'ils n'ont même pas pensé à la possibilité de mentir. Ils disent tout simplement ce qu'ils pensent. Donc, en faisant cela, ils n'ont aucun but particulier, même pas d'être sincères, et encore moins de passer pour sincères. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'intention ultérieure. Ils disent la vérité parce qu'ils pensent ça, enfin, ils disent ce qu'ils pensent plutôt parce qu'ils le pensent, mais ils ne visent pas à être sincères, ils visent encore moins à être reconnus comme sincères. En d'autres termes, il y a une forme de sincérité qui est non réfléchie et qui n'en reste pas moins sincérité. Donc ça je pense que ça a un intérêt. Alors celui qui a le mieux remarqué cela, je pense, c'est Bernard Williams dans son livre Sincérité, Vérité et Véracité. Il fait remarquer qu'il y a une asymétrie entre sincérité et mensonge.
Pour mentir, il faut avoir une intention, il faut avoir un but. Hein, pour déformer la vérité, pour mésinformer autrui, il faut avoir une visée quelconque. On ne peut pas mentir de manière candide, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. En revanche, on peut parfaitement dire la vérité de manière candide, c'est-à-dire sans avoir aucun but particulier. Cette asymétrie, elle est importante. Et d'autre part, deuxième remarque préalable, est-ce qu'il faut se donner pour but l'authenticité pour être authentique? Alors ici, il y a quelque chose qui vaut plus généralement des vertus et pas seulement de l'authenticité. C'est que, généralement, les vertus ne figurent pas parmi les objectifs pratiques que se donne l'agent vertueux. Je m'explique. Lorsque vous faites preuve de courage dans une situation, c'est parce que quelqu'un est en train de se noyer ou parce qu'une injustice vient d'être commise et que vous réagissez à cette injustice ou à cette situation de danger. C'est pas pour être courageux. Si vous agissez pour être courageux, c'est déjà une perversion de l'intention première, si vous voulez. Être courageux, c'est précisément réagir à des situations en acceptant de se mettre en danger, mais ça n'est pas chercher à être courageux. Et on pourrait dire ça pour toutes les vertus. C'est-à-dire que, à partir du moment où la vertu entre réflexivement dans l'objectif que se donne l'agent moral, eh bien, la rectitude de l'intention est altérée, puisque à ce moment-là, on n'agit plus pour venir en aide à quelqu'un ou pour réparer une injustice, mais pour être courageux. Donc vous voyez, et puisque cela vaut de la plupart des vertus, je pense que cela vaut a fortiori de l'authenticité, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison de supposer que pour être authentique, on a besoin de se donner cela pour objectif, ni même de souhaiter l'être. Bon, c'était deux remarques plus générales. Alors maintenant, je voudrais, au fond, qu'est-ce qui sous-tend cette intuition si répandue chez les philosophes, je dirais de l'existentialisme jusqu'à la philosophie analytique contemporaine, qui nous dit que ce serait le fait de soumettre à une évaluation réflexive, par exemple, nos désirs, nos volontés, nos réactions affectives, nos sentiments, etc., qui ferait que ces sentiments, ces désirs, seraient pleinement les nôtres, et que donc elles exprimeraient vraiment celui que nous sommes dans nos actes. Eh bien, je crois qu'il y a deux présupposés philosophiques qui sous-tendent cette idée. Le premier présupposé qui explique ce rôle si important donné à la réflexion vient de ce qu'on suppose que pour qu'un agent soit pleinement rationnel, il faut qu'il adopte ses croyances ou ses désirs en exerçant un contrôle réflexif sur ses croyances ou ses désirs. C'est seulement si l'agent a la capacité d'exercer ce contrôle réflexif qu'il est pleinement rationnel. Pour être rationnel, donc, il faut non seulement avoir des désirs qui répondent à des raisons, mais en outre, il faut contrôler la formation de ces désirs sur la base d'une réflexion pratique sur ce qu'il faut désirer en pareille circonstance. Vous voyez ? Donc c'est une première idée. Alors on la trouve formulée par de nombreux philosophes. Je vous prends juste un exemple. John McDowell nous dit que le domaine de la rationalité se confond avec le domaine de la liberté intellectuelle, dit-il. Qu'est-ce que c'est que la liberté intellectuelle ? C'est le fait de pouvoir, par la réflexion, contrôler la formation de ses croyances ou de ses désirs, par exemple. Et donc vous voyez, le prolongement normal, c'est de cette idée, logique de cette idée, c'est de dire que du coup, pour que mes désirs soient pleinement les miens, et donc qu'ils soient pleinement expressifs de qui je suis, il faut que je contrôle rationnellement leur formation à travers une réflexion pratique. Au moins possible. Deuxième présupposé qui, à mon avis, sous-tend ce rôle exorbitant conféré à la réflexion. Il découle en partie du premier. C'est l'idée qu'il faudrait donc pouvoir endosser, assumer, disons, nos désirs, nos croyances, nos attitudes mentales, on peut les appeler comme ça, au terme d'une réflexion pour qu'elles soient pleinement les nôtres. C'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est l'idée que pour avoir des désirs qui soient pleinement les nôtres, c'est-à-dire dans lesquels nous ne soyons pas aliénés, il faudrait pouvoir réflexivement endosser ces désirs, finalement. Comme si c'était ceux d'un autre, d'une certaine manière.
Ce sont des désirs qui sont de pures données, de simples faits à propos de nous-mêmes, et il faudrait pouvoir les endosser réflexivement. Alors, je pense que ces deux présupposés philosophiques sont tous les deux faux. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le premier présupposé philosophique se heurte à un grave problème, qui est que nos désirs ou nos croyances peuvent se former spontanément, sans le besoin d'aucune réflexion. Prenons un exemple simple, les croyances perceptives. Je crois qu'en ce moment, je suis dans une salle éclairée avec des gens en face de moi. Bon. C'est une croyance perceptive. Est-ce que je pourrais vraiment croire autre chose? Non, parce que c'est ce que ma perception m'indique. Donc, si vous voulez, ici, on a bel et bien affaire à des croyances qui apparaissent spontanément en nous au contact de la perception, qui n'ont besoin d'aucune réflexion sur quoi que ce soit. Et ce qui le montre bien, c'est que je serais incapable de donner des justifications pour lesquelles je devrais croire ma vue, en la circonstance. Si on me demandait, mais comment se fait-il que tu crois ce que te montrent tes yeux? Je ne sais pas quoi dire. Si quelqu'un me disait, mais enfin tu pourrais être un cerveau plongé dans une cuve, relié par des électrodes à un ordinateur qui te ferait apparaître le monde ainsi, comment puis-je écarter cette possibilité? Bon, c'est un problème philosophique classique qui est celui des objections sceptiques. Ben justement, je n'ai pas d'argument en fait. Je ne crois pas cela sur la base de raisons que je pourrais formuler, je crois ça simplement parce que je le perçois. Point final. Et cela vaut aussi de désir. Je peux tout d'un coup avoir un désir, j'ai des raisons d'avoir ce désir, je peux les formuler généralement, mais ça ne veut pas dire que pour que ce désir soit le mien, il faut que j'ai réfléchi à ce désir et que je l'ai endossé à l'issue de cette réflexion. Donc, premier problème auquel se confrontent ces théories, c'est le fait que nous avons un certain nombre d'attitudes mentales de manière spontanée. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont irrationnelles? C'est la question que je pose, je vais y revenir. Deuxième présupposé, est-il vrai que le fait d'endosser réflexivement mes désirs ou mes volontés, par exemple, les rendrait plus miennes, ou plus, pour reprendre la mienneté, ou les rendrait plus fidèles à ce que je suis vraiment? C'est pas certain. Alors, je voudrais prendre un exemple que je vais analyser, qui est tout simple. Donc, c'est une personne, je l'imagine, d'un certain âge, appelons-la Adèle. C'est une grand-mère, elle a une fille et une petite fille qui a environ 13 ans. Et un jour, et donc cette fille et cette petite fille vivent seules, c'est-à-dire que le père de cet enfant est déjà décédé, et un jour, elle apprend que sa fille vient d'avoir un grave accident de la route, que sa fille est morte, et que sa petite fille, excusez le caractère dramatique de l'exemple, mais bon, que sa petite fille est en vie, voilà. Et puis le lendemain, alors qu'elle est sous le coup de cette terrible nouvelle, elle reçoit un coup de fil d'une assistante sociale qui lui dit écoutez, étant donné que votre petite fille est orpheline, est-ce que vous acceptez de recueillir chez vous votre petite fille et de l'élever? Et cette dame ne réfléchit pas le moins du monde et répond immédiatement oui. Donc la question est-ce qu'on peut dire, premièrement, qu'elle est moins rationnelle du fait de n'avoir pas réfléchi ici à ce qu'étaient réellement ses désirs, mais aussi ses convictions d'être capable d'élever cet enfant, etc., etc. Et d'autre part, est-elle moins authentique de n'avoir pas réfléchi avant de donner la réponse? Alors on pourrait essayer de transformer un petit peu le scénario pour imaginer une situation où clairement cette personne aurait parlé trop vite. C'est possible. Imaginons que cette grand-mère soit juste à la veille de se faire opérer, de subir une opération à cœur ouvert, qu'elle sait qu'elle va avoir 6 mois de convalescence. Bon, est-ce qu'il est bon pour sa petite fille qu'elle l'héberge à ce moment-là et que cette petite fille se transforme en garde-malade alors qu'elle vient de subir ce terrible accident? Là, on pourrait imaginer un cas où cette femme a effectivement parlé trop vite et où elle aurait dû réfléchir, et peut-être d'ailleurs dans les heures qui vont suivre, elle va se dire « mais pourquoi j'ai dit ça? Non, ma situation ne me permet pas d'accueillir cet enfant. » Mais si on laisse de côté ces cas où effectivement cette personne n'aurait pas pris en considération de manière perspicace son contexte pratique d'action et où donc elle aurait parlé trop vite.
Dans les cas autres, je pense qu'on peut dire deux choses. D'une part, cette personne n'est pas moins rationnelle de n'avoir pas réfléchi avant de donner sa réponse. Et deuxièmement, cette personne n'est pas moins authentique. Alors pourquoi? D'abord, elle n'est pas moins rationnelle parce que, en l'occurrence, sa réponse obéit à des raisons qui sont objectivement valables, qui sont de deux natures. D'un côté, l'affection qu'elle a pour sa petite fille, bon, et d'autre part, les responsabilités qu'elle se sent tenue d'avoir vis-à-vis d'elle. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que son désir d'accueillir sa petite fille dans ces circonstances répond à des raisons pratiques, et que ici, la réflexion n'ajouterait rien de plus. Si elle avait réfléchi, on peut imaginer un autre cas de figure où elle réfléchit, elle demande 1 heure de réflexion et puis elle rappelle l'assistante sociale. Si elle avait réfléchi dans les circonstances présentes, sa réflexion n'aurait fait qu'entériner les mêmes raisons qu'elle avait en répondant spontanément. En d'autres termes, il ne faudrait pas croire que la rationalité suppose la possibilité de contrôler ses croyances ou ses désirs. Tout simplement parce que, bon, en tout cas c'est ma position, je pense qu'il y a des désirs qui apparaissent en nous spontanément et qui n'en sont pas moins rationnels. Donc ici, l'idée qu'il faudrait une forme d'étape supplémentaire dans laquelle l'agent devrait pouvoir contrôler la formation de ses désirs pour qu'ils soient rationnels est à mon sens une erreur. Deuxième point plus important encore pour l'authenticité, est-ce que cette grand-mère est moins authentique? On pourrait même dire l'inverse. Imaginez maintenant que cette grand-mère demande un délai de réflexion de 3 jours avant de se prononcer. Qu'est-ce que ça montrerait? Ça montrerait sans doute une ou l'autre de ces deux possibilités, ou bien qu'elle n'éprouve pas une très grande affection pour sa petite fille, finalement, et qu'elle hésite, elle tergiverse parce que ça lui coûte vraiment beaucoup, ou bien qu'elle a une sorte de désengagement moral, si vous voulez, à l'égard de sa famille, et que elle ne sent pas vraiment les contraintes qu'exercent sur elle ses devoirs de grand-mère. Dans les deux cas, on pourrait soutenir que la réflexion n'ajouterait rien en termes d'authenticité. Sa réaction, si elle avait réfléchi davantage à ses désirs, ou bien n'aurait fait qu'entériner les mêmes raisons qui sont celles qui président à la formation de ses désirs, ou bien aurait montré plutôt une forme de distance à l'égard de ses désirs qu'elle semble exprimer dans le premier cas, une forme de désengagement à l'égard de ses obligations, qui ne sont pas du tout un facteur d'authenticité. Ce que je voudrais donc montrer, c'est au fond que la théorie de la rationalité, qui suppose que pour qu'un désir ou une croyance soit rationnelle, il faut que nous en contrôlions la formation sur la base d'une réflexion, est fausse. Beaucoup de nos désirs et de nos croyances sont rationnels simplement parce qu'elles répondent de raisons pratiques. Pour les croyances est bonne à avoir si elles répondent de la vérité, c'est-à-dire si nous croyons ce qui est vrai. Et dans le cas d'un désir, un désir peut être bon à voir si il y a des raisons de désirer cela. Donc je crois que cette étape que beaucoup d'auteurs supposent de la réflexion n'ajoute rien de plus. Et ça n'ajoute rien non plus pour ce qui concerne l'authenticité. Alors ici, il faudrait entrer un peu plus en détail, mais je crois que j'ai pas le temps. Combien? J'ai pas regardé à quelle heure pile on avait commencé. Bon, je dis juste un mot là-dessus. J'ai un petit peu de temps encore. Il y a une objection forte qu'il faut adresser, je crois, à ces théories justement réflexives de l'authenticité, c'est que l'idée qu'en réfléchissant sur ses désirs ou ses croyances, et en les endossant au terme de cette réflexion, on est davantage identifié, pour reprendre la formule de Frankfurt, à ses désirs, achoppe sur une grave difficulté qui est que je peux très bien m'identifier à la suite d'une réflexion à mes désirs et à la fin de
cette opération, m'apercevoir que ces désirs ne sont pas plus profondément les miens qu'au début de la réflexion. C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce que c'est que s'identifier? C'est faire une opération de plus. Mais on peut très bien dire, ben voilà, c'est vraiment ce que je désire après mûre réflexion. Et puis au moment de passer à l'acte, on se dit, ben non, en fait, c'est pas ce que je désire. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai réfléchi que cette réflexion me montre la véritable orientation de mon désir. Donc je pense, si vous voulez, que ces théories, pour employer un mot de Merleau-Ponty, sont exagérément intellectualistes. Elles confèrent à la réflexion un rang, une importance dans cette opération qui est tout à fait excessive. Alors, j'ai essayé jusqu'ici de suggérer que la réflexion n'était pas nécessaire à l'authenticité. Je voudrais maintenant suggérer que dans certains cas, et j'ai commencé à le faire avec l'exemple de cette grand-mère, Adèle, je voudrais montrer que dans certains cas, elle pourrait même se révéler nuisible à l'égard de l'authenticité. Et même peut-être fatale. Là encore, je pense que c'est ce qu'avaient en vue un certain nombre d'auteurs qui ont parlé du naturel. C'est justement le rôle pernicieux de la réflexion lorsqu'on tombe dans l'excès de réflexion. C'est-à-dire lorsque, en fait, la réflexion nous détourne de nos véritables désirs, parce que la réflexion peut être le lieu de multiples pièges, en réalité. À partir du moment où nous commençons à réfléchir, nous pouvons aussi nous mentir à nous-mêmes, essayer de modifier nos véritables désirs, etc. etc. Alors je prends un autre exemple qui est le suivant. C'est un exemple que j'emprunte à deux auteurs, Simon Feldman et Alan Hazlitt, dans un article qui s'appelle Authenticity and Self-Knowledge. Bon, l'exemple est en gros le suivant. Alors je vais vous le lire, le passage, ça ira plus vite. Sam se retrouve coincé sur un poste de philosophie dépourvu d'avenir à Boringtown, dans le Connecticut. Il a récemment eu une liaison passionnée avec Grace, une conférencière invitée de l'exotique Université de Méditerranée. Grace est rentrée chez elle et il n'est pas certain qu'ils se reverront un jour, mais Sam n'a pas envie que leur histoire prenne fin. Il est tenté de quitter la ville et de rejoindre Grace dans sa villa au bord de la mer, mais il sait que ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase pour le comité de titularisation de Boringtown State College, compte tenu de ses évaluations d'enseignement médiocres et de son absence totale de publication. Il se met donc à réfléchir et à pratiquer l'introspection, essayant de se demander ce qui lui tient le plus à cœur. Grace, sa carrière ou la romance d'une liaison européenne inattendue. Il dresse une liste de points, pro et contra, pour évaluer les différentes options qui s'offrent à lui. Il classe plusieurs scénarios contrefactuels pour se faire une idée de ses préférences. Enfin, après avoir mûrement réfléchi, il conclut « Je suis amoureux de Grace et donc je ferais mieux de m'offrir un rendez-vous galant. » Et il se dirige vers l'aéroport. Bon. Maintenant, voilà Sam, alors les auteurs l'appellent Sam le réflexif, self-conscious Sam. Et maintenant, on pourrait imaginer un autre Sam. Ce Sam-là ne pratique aucune introspection, il ne se demande pas quelles sont ses priorités dans la vie, il ne se demande pas ce qui va en advenir de ce poste qu'il convoite dans son collège, et simplement il se dit, bah, tiens, j'ai envie de revoir cette femme, et je vais donc prendre l'avion et la rejoindre. Bon. Alors, la question c'est, est-ce que ici, tout ce processus réflexif auquel s'est consacré Sam ajoute quelque chose en termes d'inauthenticité? Et la réponse est plutôt qu'ils enlèvent quelque chose en termes d'authenticité. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un cas d'amour, il appartient au fond à ce que c'est que l'amour véritable, qu'il s'impose et qu'on l'écoute de préférence à tout le reste. Si on se met à mettre ça en balance avec sa carrière, je ne sais pas quoi, son salaire à la fin du mois et le fait qu'il faut envoyer de l'argent à sa grand-mère, bon, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez. Ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas véritablement de l'amour, bon, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas... Donc, en réalité, ici, la réflexion semble être ce que Bernard Williams appelle quelque part une réflexion de trop, c'est-à-dire une réflexion qui, bien loin de
d'apposer le sceau de l'authenticité sur la conduite de ce Sam fait plutôt le contraire, c'est-à-dire jette un certain doute sur la justesse de ses motivations, y compris d'ailleurs dans la façon dont il se les présente à lui-même. Hein, est-ce que vraiment il est amoureux de Grace? C'est pas sûr si il se soumet à tout ce rituel, tout ce processus préalable. Ce que je voudrais donc soutenir, hein, c'est finalement deux choses. D'une part, que la réflexion n'est pas nécessaire à l'authenticité, et d'autre part, que dans certains cas au moins, c'est-à-dire des cas où la spontanéité a une importance, c'est pas toujours le cas, bien entendu, mais dans une question de sentiment, dans une question d'amitié, dans une question de grand-mère vis-à-vis de sa petite fille, la spontanéité a fait partie de ce que ça veut dire éprouver de l'affection pour sa petite fille ou éprouver une passion amoureuse pour cette femme, ou etc. Dans les cas où cette spontanéité entre en jeu, la réflexion est plutôt quelque chose qui nuit en fait à l'exigence d'authenticité. On pourrait dire que unself-conscious Sam est beaucoup plus authentique que self-conscious Sam, parce que la réflexion ici a en quelque sorte montré peut-être le caractère inauthentique de ce qu'il prétend vis-à-vis de lui-même être de l'amour et qui peut-être est autre chose. Donc ce que je voulais simplement suggérer, c'est que je pense que toutes ces conceptions qui accordent trop à la réflexion, je ne dis pas qu'il ne faut rien lui accorder, parce qu'il y a des cas où, par exemple, l'authenticité se manifeste dans des choix. Si on vous demande, est-ce que ce choix était authentique, un choix suppose au moins une réflexion minimale, sinon ce n'est pas un choix. Donc, effectivement, dans certains cas, une forme d'authenticité, l'authenticité suppose une forme de réflexion. Mais le problème d'un certain nombre de ces théories, y compris les théories existentialistes comme celle de Sartre, c'est au fond d'étendre ce modèle qui peut valoir pour le choix. Un choix est authentique si je le fais en propre, donc si j'y réfléchis un minimum, d'étendre ça à toutes les situations, y compris celles qui ne font intervenir aucun choix particulier. Et dans ces conditions, il me semble qu'elles accordent au fond à la réflexion une trop grande place. Et donc, la première réponse que je voudrais donner au problème que je me suis posé, c'est que la réflexion n'est pas nécessaire à l'authenticité. Mais je voudrais faire un pas de plus et dire que le fait de se donner réflexivement comme objectif l'authenticité n'est pas non plus pour les mêmes raisons nécessaire à l'authenticité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être authentique? C'est ne pas chercher à se travestir. C'est-à-dire c'est quelque chose de négatif plus que quelque chose de positif. Je peux très bien ne faire rien... être authentique, c'est souvent ne rien faire pour dissimuler ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, ne rien faire pour s'illusionner soi-même sur sa générosité supposée ou quelque chose d'autre. C'est surtout dans quelque chose de négatif que ça apparaît. Ça n'est pas se donner pour but d'être authentique. Et pourquoi, au fond, ce caractère d'idéal réflexif pourrait nuire à l'authenticité? Pourquoi est-ce que les théoriciens du naturel ont peut-être raison de présenter cet idéal-là dans une forme qui n'est pas réflexive? Parce que dès le moment où je me donne comme but d'être authentique, cela veut dire que, au fond, je ne réagis plus aux situations en fonction de ce qu'il y a à faire, mais que je me donne justement un but supplémentaire. De la même façon que celui qui voudrait être courageux pour être courageux et non pas pour répondre à la situation qui exige de lui du courage. Et dans ces conditions, on voit très bien que l'idéal d'authenticité bascule du côté d'une forme d'histrionisme. Il ne s'agit plus maintenant d'être authentique, il s'agit de passer pour être authentique, y compris à ses propres yeux. C'est très différent. Et dès lors que je veux absolument passer pour authentique auprès des autres ou éventuellement auprès de moi-même, j'ai déjà cessé de l'être. Beaucoup de critiques de l'authenticité, je pense en particulier à Valéry, a fait ce reproche-là, par exemple à Stendhal et à sa théorie du naturel, en disant, je vous cite un passage de son essai Stendhal, vérité et volonté de vérité forment ensemble un instable mélange où fermente la contradiction,
et d'où ne manque jamais de sortir une production falsifiée. Je pense que ce que dit Valérie est juste. Hein, si on veut trop être authentique, on a toutes les chances de ne plus l'être. Hein. L'authenticité, effectivement, peut très bien basculer du côté d'une forme de cabotinage. Néanmoins, j'apporterai une nuance importante à ce que dit Valérie. C'est que Valérie a l'air de supposer que dès lors qu'on se donne l'authenticité comme idéal, comme le faisait Stendhal, on veut se le donner comme résultat d'un acte, on se le donne, pardon, comme résultat d'un acte de vouloir. C'est-à-dire que dès lors qu'on poursuit cet idéal, on se donne pour but conscient cet idéal. Or, je pense que la conséquence ne s'ensuit pas. On peut très bien penser que le naturel est quelque chose d'important dans la vie et ne pas du tout se le donner pour but. On n'y pense même pas, on ne pense même pas à la question de savoir si on est naturel ou non, on est simplement tel qu'on est, c'est-à-dire on ne cherche pas à se présenter autrement, et ça suffit largement à être naturel. En d'autres termes, Stendhal n'entre pas dans une contradiction, à mon avis, il n'entrerait dans une contradiction, il tomberait dans une contradiction que s'il disait que pour être authentique, il faut vouloir l'être, mais il ne dit pas cela, il dit simplement que le naturel est un idéal humain, et que lui, il aimerait s'en approcher. Alors il dit, les Italiens sont naturels, les Français le sont déjà moins, les Anglais sont incapables de l'être. Bon, il fait toute une sociologie des peuples à partir de là. Donc il admire plus les Italiens parce qu'ils le sont, et parce que, justement, ils se... Mais, au fond, Stendhal n'a jamais dit qu'il voulait être naturel comme une conséquence directe du fait de vouloir l'être. C'est-à-dire, il n'a jamais dit qu'on pouvait se donner le naturel comme but conscient et réfléchi. Il a simplement dit que c'était un idéal, mais un idéal que l'on atteint en partie malgré soi. Donc je pense que ce que dit Valérie est très juste. S'il s'agit de dénoncer une certaine conception de l'authenticité comme un but conscient que l'on se donnerait dans tous ses actes, ce qui effectivement nous ferait retomber du côté d'une forme de nombrilisme, au fond, mais que ça n'atteint pas l'idée que le naturel puisse être simplement un idéal qui est toujours atteint en partie malgré soi, et dont il est important qu'il soit atteint en partie malgré soi, pour qu'il soit justement cet idéal-là. Merci beaucoup.